Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 52e édition du tournoi Bantam de Lassar. Alors, avec mon invité, nous allons discuter de la cédule de ce tournoi, également des dates de ce tournoi, là, les trois arénas où seront jouées les parties de ce tournoi, etc., etc. Alors, toujours avec mon invité de la Commission des loisirs de la ville de Lassar, Madame Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Poirier, déjà la 52e édition. Oui, effectivement, un beau chiffre pour un tournoi. Un beau chiffre pour un tournoi, voilà, exactement. Donc, on va parler, si vous me permettez, de la cédule. La cédule, c'est quand même un travail gigantesque. Et ça, on en parle à chaque année, mais j'aime ça d'en parler avec vous parce que c'est pas facile à faire. C'est sûr que c'est pas facile parce que je pense que le comité se met aussi des contraintes qu'on aimerait respecter dans la mesure du possible. On sait qu'on garantit 3 matchs à chaque équipe. On sait qu'on doit respecter un maximum de 2 matchs par jour, par équipe. Et on sait également qu'on doit avoir un délai entre 2 matchs. Entre les 2 matchs. Un minimum de 3 heures entre les 2 matchs. C'est ça. OK, pour permettre aux jeunes de récupérer. Oui. Et c'est sûr que dans la mesure du possible, on essaie que chaque équipe puisse jouer au moins un match à la salle. On sait que c'est pas possible tout le temps. C'est vrai. Mais dans la mesure du possible, on essaie, en tout cas, de minimiser le nombre d'équipes qui joueront pas à la salle avant soit la semi-finale ou la finale. Dites-moi une chose, Madame Poirier. Si on se reporte à plusieurs années passées où l'ordinateur était plus ou moins présent, aujourd'hui, c'est sûr que tout ça est fait sur ordinateur, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment moins de travail ou bien non? Parce que c'est un programme, sûrement, mais il faut que vous donniez des données à ce programme-là. Ça ne fonctionne pas de ça. Ben, nous, à la salle, on fait pas faire l'horaire sur un programme informatique. On fait l'horaire papier. OK. On fait l'horaire papier parce que on avait déjà essayé de voir, sauf qu'il n'a pas compte de ce qu'on voulait. OK. Fait que là, on se disait, mais faut qu'on la retravaille pareil. Fait qu'on l'a fait sur papier avant pour se faire une tête et souvent, on va la faire vérifier par 3/4 de nos collègues. Avant de dire, OK, c'est celle finale. Parce que il y a des affaires que on verra peut-être pas nous. Parce qu'on a le nez dedans trop proche. C'est vrai. Et qu'un autre qui va prendre l'horaire puis qui va dire, regarde, si tu aurais fait ça comme ça, peut-être que ça serait plus... Voilà. C'est ce qu'on fait. Alors, c'est encore le format papier. C'est encore peut-être... C'est parce que vous pouvez donner à ce format-là exactement ce que vous voulez lui donner. Et non pas vous faire imposer des choses par un ordinateur. Exactement. Environ ça, disons. Exactement. Madame Poirier, il y a combien d'équipes? Il y a 26 équipes cette année. 26 équipes. C'est dans la normale depuis quelques années? C'est dans la normale depuis quelques années parce qu'on sait qu'on a connu quand même une baisse. Il y a eu des années où on en avait 36 équipes. Oui, mais cette année, voyez-vous, on en a 10 dans la classe A, 10 dans la classe B et 6 dans la classe 2C. L'agencement de ces parties-là dans les 3 arénas, comme vous le dites tantôt, c'est pas facile. Vous voulez faire jouer au moins un match à la salle à chaque équipe. C'est pas facile à faire, cet agencement. C'est pas facile à faire parce que en partant, écoute, avec toutes les restrictions qu'on a, le 3 heures entre chaque match, des fois il y a des équipes qui viennent de l'extérieur. Exemple, Bantam B de Mont-Laurier veut pas jouer le jeudi soir, puis c'est comprenable. Puis on veut pas faire jouer Val-d'Or le jeudi soir non plus, parce qu'on sait que c'est 2 heures. Toutes ces contraintes-là font que c'est pas réalisable. Cette année, en tout cas, à moins qu'on change, parce que là, on est dans le brouillon de l'horaire pas mal final, j'aurais juste une équipe qui jouerait pas du tout à la serre avant la ronde préliminaire, qu'on trouve quand même bon. Sur un total de 26 équipes. Mais c'est sûr qu'on fait là, j'ai donné l'horaire à 2-3 collègues pour voir si on pourrait pas remanier ça pour qu'au moins que cette équipe-là puisse jouer chez nous une fois. Parce que quand vous dites que vous ne pouvez pas faire jouer Mont-Laurier le jeudi soir, c'est tout à fait normal parce que ça vient de Mont-Laurier, fait qu'il faudrait qu'ils partent le jeudi matin. C'est ça. Puis Val-d'Or, qui est quand même loin, 2 heures, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que dans le jeudi,
vous allez surtout avec des équipes de l'Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda aussi, et Amos. Amos aussi, jouer, quand même, parce que c'est quand même à 1h15 environ. C'est ça. Fait que eux autres, ils peuvent jouer. Fait que c'est pas facile à agencer tout ça. Non, c'est... Moi, je l'ai toujours dit, vous faites un travail colossal, Merci. Madame Poirier. J'aime pas ça, parler de désistement. J'espère que je ne serai pas le porte-malheur, mais seulement que s'il arrivait un désistement, parce que ça peut arriver, là, il y a un problème majeur. C'est sûr que on n'est jamais à l'abri d'un désistement de dernière minute pour Ça différentes peut arriver, raisons. oui, Ça oui, peut oui. quand même arriver. Oui. C'est sûr que tout remanier un horaire, je pense qu'à la dernière minute, c'est sûr que ça se fait, c'est faisable. Sauf que je pense pas qu'on pourrait changer un premier match. OK, dans le sens qu'il faut que tu gardes ça, au moins pour la base, mais écoutez, on souhaite ardemment que ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça On vous pas donnera pas. souhaité. C'est déjà tellement d'ouvrages à préparer qu'on vous en donnera pas un surplus là, avec ça. Fait qu'on demande aux équipes de pas se désister. La partie d'ouverture, c'est quand et c'est qui? La partie d'ouverture, cette année, ce que nous avons fait, Oui. on a 4 équipes en Abitibi-Ouest qui sont dans le Bantam. J'ai OK. 2 équipes Bantam B, un Bantam A et un Bantam 2C. OK. Ces 4 équipes-là vont jouer une derrière l'autre pour terminer à l'ouverture avec les Lions. Ça veut dire que je vais commencer, exemple, le vendredi à compter de 17h45. OK. Même pas 17h45, à partir de 16h30. 16h30, OK. 16h30, je vais avoir une équipe de Garou. Normalement, vous devrez avoir une équipe qui va rencontrer les Rotaries de la Sarre, suivi des Murs Cameron, des Optimistes, pour terminer avec les Lions. Avec les Lions qui à fait le l'ouverture match d'ouverture officielle. habituellement. Oui. OK. Et devrait jouer normalement contre les North Stars de Timmins cette année. Et ça, c'est prévu à 20h30 le vendredi soir. Des équipes de l'Ontario, vous en avez combien? Les équipes de l'Ontario, on est chanceux, on en a quand même 4. Ah oui. Oui. L'Ontario vient quand même nous voir chez nous assez régulièrement. C'est régulier. Oui, autres, régulier. Je veux dire, ils ont adopté notre tournoi, je pense, et c'est un plus parce qu'on est très content de les recevoir. Oui, exactement. Alors, le match d'ouverture, c'est le vendredi soir, Oui, 20h30. oui. OK. Il y aura une mise au jeu officielle aussi. Effectivement, J'en suis oui. persuadé, comme il y a aussi. Alors, les équipes, en général, viennent de quel endroit? Les équipes viennent de l'Abitibi-Témiscamingue en OK. grande partie. On a une équipe de Mont-Laurier cette année dont nous sommes très fiers d'accueillir chez nous. OK. Et nous avons aussi les équipes de l'Ontario. Donc, on a les équipes de Timmins, on a une équipe de Kapuskasing et Timmins en 2 catégories. En 2 catégories. Oui. Alors, la cédule est presque terminée de façon officielle. On répète les dates aussi de ce tournoi. C'est du 5 au 8 février. Les gens qui veulent se procurer des laissez-passer, on en a en pré-vente au coût de 12 $ et à la porte vont être à 15 $. Et c'est encore un magnifique porte-clés, porte-clés de métal, oui. Persuadé de métal, exactement. Oui, on se souvient d'une 50e anniversaire, mais ça, c'est chose du passé. C'est ça. On est revenu à nos anciennes habitudes. Exactement. Alors, les laissez-passer sont présentement en vente et puis le coût d'entrée est de 12 $ pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, incluant les finales. Incluant les finales. C'est quand même pas. C'est quand même très abordable, moi, je pense. C'est 4 jours, c'est 3 $ par jour. C'est ça. Puis, tandis que c'est les gens qui vont le prendre à la porte, ça va leur coûter 6 $ par jour. Et le porte-clés, je pense que c'est aussi un souvenir est un incontournable pour plusieurs. Savez-vous, Mme Poirier, juste en passant comme ça, là, que sur 52 porte-clés, je pense que j'en ai au-dessus de 45. C'est bon? Oui, en tout cas, disons qu'ils sont tous serrés, puis quand je lève, là, c'est pesant. C'est pesant. Alors, c'est complet pour la cédule. Alors, on invite les gens en grand nombre à la 52e édition du tournoi Bantam de la Sarre les 5, 6, 7 et 8 février, toujours dans les 3 arénas. Le dimanche, il va y avoir seulement du puits pour 2 parties le matin pour des semi-finales. Après ça, tout s'en vient à la Sarre pour les finales au complet. Puis, la partie finale, la grande finale devrait se faire, mais c'était le 8 mai vers... La grande finale du 2C est à 5 heures. OK. OK. Et la finale du B va être à 14 heures et celle du A à 15h30. Alors, ça veut dire que, en principe, vers 19 heures, tout est fini.
tout est terminé? Environ, oui, je vous dirais même 6h30. Même 6h30 environ oui. Pour permettre, si les équipes de l'Ontario ou l'équipe de Mont-Laurier seraient en finale. Mais c'est quand même, parce que le lendemain, les petits marins s'en vont à l'école. Alors, Madame Poirier, merci infiniment. 52e édition du tournoi Bantam. Bonne chance à vous, bonne chance à toute l'équipe et bonne chance aussi aux équipes qui vont y participer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Depuis que l'on a regroupé plusieurs services en une seule caisse, il est probablement temps de se demander comment se porte la caisse d'Abitibi-Ouest. Alors, j'en discute avec le directeur général de cette caisse, M. Marco Boucher. M. Boucher, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boucher. C'est très gentil à vous. On s'en avait déjà parlé ici. Il y avait des regroupements de caisses qui, ce n'était pas fait à ce moment-là. C'était pour être fait. Ce regroupement-là est maintenant, on peut dire, chose du passé. Est-ce que, peut-être une question, est-ce qu'on peut dire que la caisse de l'Abitibi-Ouest, à la SAR, prend beaucoup d'ampleur au détriment des autres caisses de l'Abitibi-Ouest? Non, pas vraiment. Il est certain, donc, depuis le regroupement, il y a maintenant 3 ans, 3 années complètes que le regroupement des 4 caisses a été réalisé en Abitibi-Ouest. La caisse se porte bien. Elle est en mesure d'offrir des services plus spécialisés pour répondre le mieux possible aux besoins de nos membres. C'est sûr qu'on a quand même connu une réorganisation. On a pris 4 entités qu'on a réunies en une seule. C'est ça. Le siège social étant à la SAR, on a naturellement au niveau de la gestion, par exemple, un peu plus d'effectifs à la SAR, car le nombre d'effectifs sur place, les employés, est plus grand aussi. Oui, c'est sûr. Et on a, comme on avait mentionné quand je vous avais rencontré aussi avant le regroupement, on est arrivé à un constat que pour pouvoir offrir des services spécialisés vraiment, par exemple en planification financière, ça nous prenait toute la population d'Abitibi-Ouest pour avoir le nombre de membres suffisant pour être capable d'offrir des services vraiment spécialisés. Okay. Donc, cette équipe-là, elle est localisée au siège social, équipe gestion de patrimoine. L'ensemble des autres services, conseils en placement et en hypothèque, etc., continuent d'être donnés dans les centres de services de Macamic, de Palmarol, de Dupuis, de Tachereau, okay. Et sur rendez-vous également là, à d'autres endroits. Monsieur Boucher, c'est sûr que moi, je ne suis pas, lorsque je fais une émission comme je fais présentement avec vous, j'ai des questions à vous poser. Et aussi, ces questions-là, très souvent, me viennent du public, en général. Puis, une question que lorsque j'ai dit à certaines personnes que j'étais pour vous recevoir en entrevue, je dirais plusieurs personnes m'ont dit, « Regarde, Gaby, on aimerait que tu lui poses la question, à savoir qu'on va prendre la caisse de Macamic, parce qu'on y demeure, nous, ici. Ce serait un reproche que les gens seraient portés à faire à la caisse en général, c'est qu'à Macamic, il y a les conseillers financiers ou conseillères financières changent très souvent. Et au détriment, des fois, de différentes personnes qui ne sont pas trop d'accord, parce qu'ils sont obligés d'un peu refaire la même procédure quand on va s'asseoir avec notre conseiller financier. Les mêmes questions reviennent. Ça dérange. Est-ce que c'est normal qu'on va prendre la caisse de Macamic? Est-ce que c'est normal que les conseillers ou conseillères financières changent? C'est la 4e fois en presque, je dirais, entre 12 et 15 mois. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? La réponse, je pense que c'est oui, parce que ça se vit. Est-ce que le fait de changer de conseiller, on comprend que c'est pas quelque chose qu'on souhaite ou qu'on recherche nécessairement. Les questions à poser, par contre, un conseiller qui, dans nos méthodes de travail aujourd'hui, même si vous auriez le même conseiller, pour faire une bonne mise à jour de dossier, bien connaître son membre, on a des procédures qu'on prend pas pour acquis. On révise pour être certain qu'on donne le bon conseil à la personne. Okay. Donc ça, c'est une démarche qui est normale.
Je vous dirais que suite au regroupement dans les 3 premières années, ça, c'est un élément qu'on n'avait pas vu d'une si grande ampleur. Naturellement, en étant regroupés, maintenant, on est un seul employeur. Donc, les gens, les conseillers, ont plus d'opportunités de promotion, d'évolution de carrière. Exactement. On le voyait comme un point positif pour la main-d'œuvre au moment où on s'est rencontrés la dernière fois pour le regroupement. Par contre, ça l'a occasionné, dans cette première mise en place-là, plus de changements qu'on l'aurait anticipé. Parce que les employés ont aussi profité des fois de l'occasion. Une conseillère, par exemple, qui travaillait à Macamic, qui demeurait à Palmarol, il y a une opportunité qui s'est créée, un poste qui est ouvert à Palmarol. Oui. La conseillère veut se rapprocher de son lieu de domicile. C'est normal. Et c'est normal. Oui, exactement. Par contre, une fois ce premier changement-là fait, on espère et on s'attend à ce que ça soit, la personne demeure à Palmarol, elle travaille maintenant là, ça devrait stabiliser un petit peu. Dans le cas de Macamic, on a eu des défis un peu particuliers. On a eu également des employés qui ont quitté pour aller relever d'autres défis. Oui. Donc, ça nous a créé un mouvement de personnel un peu plus grand qu'ailleurs dans les autres centres de services. Macamic, vous avez fait mention de Macamic, a été un peu plus touché. Okay. Là, on travaille beaucoup à stabiliser ça. On a maintenant des conseillers en place, puis avec des nouveaux qu'on a mis, qu'on espère qu'on pourra maintenir en place là, de façon plus permanente. Que vous allez être d'accord avec moi, M. Boucher, j'en suis persuadé, qu'un conseiller financier, ou on va dire un conseiller, mais c'est aussi une conseillère financière, oui. Vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé que le membre va s'asseoir devant son conseiller financier parce qu'il a besoin de conseils. Que ce soit pour un emprunt, que ce soit pour un placement, peu importe, que ce soit pour une assurance, peu importe. Il s'établit un certain climat de confiance entre le conseiller et le membre. Chose qu'on n'est plus capable pour l'instant à Macamic, du moins depuis peut-être 15 mois, d'établir. Parce que le changement est trop fréquent. On a peut-être ce que vous dites est vrai peut-être pour environ la moitié de la clientèle. Okay, oui. L'autre moitié a une stabilité un peu plus grande. Okay. Donc, à ce niveau-là, il est certain que la relation de confiance s'établit entre un conseiller et son membre lors de différentes rencontres. Cette confiance-là, où le plus important, c'est que le conseiller soit quelqu'un qui a les compétences pour offrir les bons conseils financiers. Fait que nous, on met vraiment l'accent là-dessus. On s'assure que les conseillers en place sont en mesure de donner les bons conseils aux membres. Et à ce moment-là, la relation de confiance, quand même, peut se rebâtir assez rapidement pour répondre aux besoins du membre. On a aussi, en fin d'année, on a modifié aussi nos façons de travailler. On va être plus proactif avec les membres. On travaille actuellement d'une façon qu'on nous-mêmes appelons les membres. Le conseiller va contacter son membre pour fixer un rendez-vous avec lui de façon proactive. En fonction de certaines choses qui vont arriver dans sa vie, on a des éléments qui nous disent, il y a une opportunité qui se présente, on va contacter le membre pour prendre rendez-vous avec lui, plutôt que d'être seulement qu'en mode attente. On ne pourra pas appeler tout le monde, mais c'est déjà commencé. De 5 à 10 personnes par semaine ont un rendez-vous par conseiller. J'ai été témoin de ça, oui. Fait qu'on veut pour aller justement au-devant des besoins des membres, puis s'assurer qu'ils sont bien servis au niveau de leur projet, puis de vie et de leurs besoins. On sait fort bien qu'aujourd'hui, que ce soit, comme je vous disais tantôt, pour un placement ou pour un emprunt, le membre a besoin d'être sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont là, l'argent est difficile à garder. Le peu qu'on a, on ne veut pas le perdre, c'est sûr. Donc, quand on arrive devant notre conseiller financier, puis c'est un nouveau encore, c'est une question de confiance aussi, peut-être, qui va s'établir. C'est pour ça aussi qu'on va plus loin qu'il y a quelques années. Dans le fond, avant, on répondait plus aux besoins des membres. Comme je vous disais, maintenant, on est plus dans une démarche proactive. Puis ce qu'on veut regarder ou discuter avec les membres, avec nos clients, c'est quoi vos projets de vie? C'est qu'est-ce que vous voulez réaliser? C'est quoi votre situation? Il y en a que ça va être l'acquisition d'une première maison, la naissance d'un enfant, une retraite à planifier. Fait qu'on veut regarder puis agir de façon proactive pour donner des conseils plus tôt pour être capable d'avoir un meilleur plan global. Donc les gens, les questions qu'on vous pose, vous parliez de ça tout à l'heure, vont aussi un petit peu plus loin pour s'assurer qu'on
couvre l'ensemble de vos projets, puis qu'on puisse vous accompagner pour réaliser vos rêves. Donc, si je comprends bien, dans la nouvelle optique des caisses, c'est maintenant le conseiller qui va au-devant du membre et non pas l'inverse. Oui, mais c'est sûr qu'on répond quand même. Parce oui, c'est sûr. On a 20 000 membres, on ne peut pas les... C'est garanti. Mais quand il se présente un besoin... Mais vous allez vers cette tendance-là, au conseiller à approcher son membre et non pas... À certains moments spécifiques, quand il arrive un besoin, qu'on détecte une opportunité, on va au-devant et on va plus loin par rapport à l'identification des besoins. On pourrait dire, moi j'aime parler de projet, de rêve, qu'est-ce que les gens veulent réaliser. Okay. On va plus loin là-dedans, plutôt que de faire un conseil, on essaie d'aller sur un conseil plus court, moyen, long terme, plutôt que juste sur un besoin ponctuel à court terme. On essaie de couvrir un champ à plus long terme pour s'assurer d'accompagner tout au long le mieux possible notre membre. Donc, pour terminer avec cette phase-là, M. Boucher, c'est donc dire que, parce qu'on parlait de mécanique qui a changé, qui était conseiller financier à plusieurs occasions, en principe, ça devrait se stabiliser. Oui, tout à fait. On travaille activement à ça. Monsieur Boucher, c'est sûr qu'on ne peut pas faire cette émission-là sans parler de fermeture de caisses. Ça affecte beaucoup de personnes. C'est sûr, il y a 4 caisses qui ont fermé le 1er janvier dernier, soit celle de Haute-Nord, La Reine, Saint-Lambert et Clerval. C'est sûr que vous ne fermez pas une caisse de gaieté de cœur. Ça, j'en suis persuadé, parce que la caisse appartient aux membres. Quand on regarde dans la nomenclature de M. Desjardins, il y a plusieurs décennies passées, c'était « on vous donne la caisse, c'est votre caisse ». Alors, quand il est question d'une fermeture de caisse, c'est sûr que ça affecte les membres. Il y en a 4 qui ont fermé le 1er janvier. En résumé, M. Boucher, quelles sont les principales causes de ces fermetures-là? La raison principale des fermetures, c'est vraiment l'évolution des besoins des membres. Vous l'avez dit, nous, notre rôle principal, c'est de répondre aux besoins des membres. Et comme on en parlait il y a quelques instants, les besoins des membres aujourd'hui sont de plus en plus dans le volet conseil, plus que dans le volet transactionnel. Aujourd'hui, c'est plus que 96% des transactions qui sont réalisées ailleurs qu'au comptoir de la caisse, par d'autres moyens. Les gens... Et c'est les membres qui le veulent le faire de cette façon-là, parce que tu n'as plus besoin de te déplacer pour payer une facture. Aujourd'hui, c'est incroyable. Tu n'as plus besoin. Peux tout faire chez vous. C'est ça. Le dépôt direct de la paie, le paiement des factures. C'est ça que je voulais en venir, c'est que le chèque, là, c'est plus l'employeur qui le donne à l'employé. Il regarde dans son livret de caisse, mais il en existe de moins en moins encore aujourd'hui. Tout se fait informatisé aujourd'hui. Paiement de facture, c'est la même chose. On peut tout payer sur Internet aujourd'hui. Alors, c'est sûr que rendu à ce niveau-là, quand vous dites à 96%, on ne peut pas faire autrement. Bien, on n'a pas, effectivement, pas le choix. On a entre 61, dans ces 4 municipalités-là qui ont été touchées par les fermetures, c'est entre 61 et 82% des membres de ce milieu-là qui n'utilisaient pas le comptoir. C'était entre 11 et 19 personnes qui l'utilisaient pour faire entre 20 à 40 transactions par semaine. Qui, si on le prend sur la base du coût, là, c'est de 20 à 30 $ par transaction que ça coûtait. Puis, c'est pas le coût qui est le déclencheur, c'est vraiment l'évolution des besoins, mais c'est rendu à un niveau où on doit faire quelque chose. Puis quand on dit une transaction, si on reprend l'exemple du livret tout à l'heure, si vous déposez un chèque, mettez votre livret à jour, ça, c'est 2 transactions. OK, exactement. Fait que je pense que les plus malheureux de ces changements-là, c'est les personnes du 3e âge qui, ces personnes-là, ont assez souvent de la difficulté, n'ont pas Internet, ne vont pas sur ordinateur parce qu'ils veulent rien savoir. Elles autres, ces personnes-là sont affectées, mais on ne peut pas garder une caisse ouverte pour quelques personnes. C'est ça aussi. Effectivement. Par contre, c'est un peu un stéréotype qu'on a. Dans le fond, Internet, une personne âgée, on va prendre l'exemple d'une personne âgée, n'a pas besoin d'Internet. Et la plupart ne l'utilisent pas. Le chèque de pension, c'est un dépôt direct. C'est vrai. Il est déposé. Le téléphone, l'Hydro-Québec, les personnes âgées payent toujours leur compte à la journée. Donc, c'est programmé d'avance. 3 semaines avant, elles reçoivent leur relevé. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas besoin non plus d'aller sur Internet. C'est pour ça, l'Internet est très
populaire. Il y a une croissance de 1700 % dans les dernières années. Oui. Et le mobile, sur le téléphone intelligent puis la tablette, là, ça, c'est en explosion. Là. C'est des millions et des millions de transactions. Les gens utilisent ça vraiment de façon très grande, puis ça l'augmente sans cesse. Mais la plupart des transactions n'ont pas besoin de passer par là. Les gens aiment ça parce que c'est... Je vais vous donner l'exemple de ma fille qui est au cégep. J'ai mon téléphone, elle m'appelle, papa, j'ai un cours, mon livre coûte 125 $, tu peux-tu me transférer ça? Je prends mon téléphone, virement à ma fille, 125 $, et voilà, va jeter ton livre, ma belle, c'est fait. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut dire, on est rendu là. La technique est rendue là, on est rendu là. Les moyens sont là, les gens, les membres sont là. C'est ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on arrive à prendre des décisions de fermer certains centres. Est-ce que, peut-être une question de même, est-ce que le ménage, excusez l'expression, mais est-ce que le ménage des caisses est maintenant terminé en ce sens? Est-ce que vous prévoyez d'autres fermetures à court ou moyen terme? Bon, c'est sûr que c'est réévalué annuellement. OK. Donc, c'est réévalué sur une base annuelle. On a toujours 11 centres de services au moment où on se parle pour une population de 20 000 personnes, alors que nos concurrents ont tous un seul point de service dans notre MRC. Oui. On n'ira pas là. Il y a plus de 30 ans qu'ils ont fermé le dernier centre de service en dehors de la SAR. C'était Macamic, si je ne me trompe pas, la Banque nationale. C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Possiblement. Probablement même, on peut dire. C'est une question... nous, ce qu'on fait à chaque année, à chaque automne, on se repenche sur la question, on réévalue et on regarde ça. On a toujours des défis. On a parlé du regroupement des caisses tout à l'heure. Il y a 3 ans, si on n'avait pas eu de regroupement de caisses, ces 4 centres-là auraient été fermés il y a 3 ans. Fait que ça nous a permis de maintenir plus longtemps des centres ouverts en se regroupant. Parce que ça nous a donné des marges de manœuvre additionnelles. Donc, aujourd'hui, dans le futur, je ne peux pas m'engager à... Non, je comprends. Parce que c'est réévalué annuellement. C'est évalué de façon régulière. Okay. Une dernière question, parce qu'il reste à peine 1 minute. Est-ce qu'il y a eu des pertes d'emploi directes avec ces fermetures-là? Nous n'avons pas eu de perte d'emploi. On a profité de départ à la retraite. Ouais, c'est ça. Puis on a relocalisé les employés. L'employé qui travaillait dans des centres de services ont tous conservé un emploi au niveau de la caisse. Monsieur Boucher, merci infiniment. On en sait beaucoup plus. Ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir à cette émission-là parce que c'est une émission d'information. Puis là, les gens voulaient être informés et vous avez donné leur juste et je vous en remercie beaucoup, Monsieur Boucher. Ça fait plaisir, M. Lacasse. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.